Alors, on va continuer le cours de chimie sur les atomes. Et comme je viens de vous le dire, on va passer à la partie la plus importante. Et quelque part, coup de chance, la partie la plus importante, alors ça n'engage que moi bien sûr, hein, mais vos camarades des années précédentes étaient d'accord, ça va être aussi la partie la plus facile. Donc, l'idée, c'est le suivant, on a vu les atomes. On a vu que finalement la matière était assez peu constituée d'atomes. Elle est essentiellement constituée soit de molécules, pour la plus grande partie, soit parfois d'ions. Hein, c'est ce que vous avez pris en collège. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi les atomes que l'on a vus, finalement, passent leur temps à devenir des ions ou des molécules. Ce qui est une autre manière de dire, qu'est-ce qui fait que dans la nature, on fait des réactions chimiques afin de fabriquer des nouveaux produits et qu'en plus, ça se fait spontanément. Quand vous êtes en train de manger, vous ne faites pas d'efforts particuliers. La nourriture, elle se transforme. Mais ça se fait spontanément. Et donc, pourquoi la nourriture se transforme? Nous, on le sait. La nourriture se transforme parce qu'on a besoin de molécules, etc. Mais finalement, quelque part, quand vous mangez, quand nous mangeons, c'est pareil, hein, ce qui se passe dans notre corps, c'est des réactions chimiques. Et la question qui se pose, c'est pourquoi on a ces réactions chimiques? Et donc, ce que l'on va voir aujourd'hui, et puis dans les jours qui suivent, c'est justement la réponse à cette question, c'est ce pourquoi. Et ce qui est fondamental là-dedans, en fait, c'est les électrons. C'est les électrons d'un atome qui vont être responsables de ces réactions chimiques, savoir quel type de réaction chimique ils font, quel type de molécules ils peuvent faire ou ne pas faire, et finalement à quoi ça va servir. Et donc, on a fait un premier paragraphe qui devait être de présentation. Je crois qu'on a fait un deuxième paragraphe. On en a fait qu'un premier. Non, on en a fait qu'un. On a fait un grand temps de présentation. Voilà, et après, c'est le deuxième. Juste comme ça, parce que... Ah ben non. Ah. Voilà, et puis quelque part, surtout, une bonne santé, hein, en avoir besoin. Donc, est-ce que j'ai laissé un exercice d'application pas fini? Non, c'est bon, on avait tout corrigé. Alors, on passe au grand 2, vraiment à la partie centrale de notre travail de chimie. Ce qu'on appelle la structure électronique des atomes. Structure électronique des atomes. Pour ceux qui sont près des fenêtres, en termes de luminosité, ça va? Vous voulez que je fasse comme ici, que je mette de lumière? Non, ça va comme ça? Alors, structure électronique des atomes, rien que le titre qui fait peur. En fait, vous allez voir, ça va être très simple comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Structure électronique des atomes, c'est une manière scientifique de dire où sont les électrons. C'est juste ça. Ça va, tout le monde y est? Alors, le dessinez pas, hein, parce que vous allez faire des dessins de manière importante. Mais je reprends le dessin qu'on avait vu au tout début de ce chapitre. C'est-à-dire qu'un atome est composé d'un noyau très petit, en gros 10 puissance moins 15 mètres, autour duquel tournent des électrons. Et donc, les électrons tournent assez loin, puisque cette distance-là, c'est environ 10 puissance moins 10 mètres. Je vous avais fait une petite image, c'est pas le bon terme, mais une petite comparaison, en disant que si je voulais faire un modèle de l'atome, et qu'effectivement je prenne une balle de tennis, c'est à peu près ça, pour dessiner le noyau, le premier électron, il sera à l'Intermarché là-bas. Mais le dernier électron, il serait aussi à l'Intermarché. C'est-à-dire que l'électron le plus proche du noyau, il serait par exemple sur la porte. Enfin, vous connaissez l'Intermarché qui est là-bas, hein? Donc c'est comme tous les supermarchés, vous avez une porte d'entrée, un petit espace, et puis l'entrée vraiment dans le magasin. Eh bien, si le premier électron
il est à la porte d'entrée de mon Intermarché. Le deuxième électron, il est dans les petites barrières qui font l'entrée du magasin. Donc finalement, les électrons sont situés très loin du noyau, mais l'un dans l'autre assez proches les uns des autres. Par contre, étant donné que vous avez une telle différence entre la taille du noyau et l'endroit où sont les électrons, je ne peux pas, sur le tableau, faire une représentation qui soit réaliste. Donc en fait, je vais faire des dessins sans me soucier de la réalité. Et donc, le travail de ce paragraphe, c'est de savoir où sont les électrons et finalement, quelles sont les règles qui me permettent de savoir où sont les électrons. L'objectif, quelque part, je dirais pour vous, hein, donc finalement, les questions du devoir, je vous demanderai de me dessiner des atomes pour me dire, sur votre dessin, où sont les électrons. Ça va être ça les questions. Oui. Alors, c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'en fait, l'expérience montre que les électrons peuvent tourner de manière sphérique. Donc, ils tournent en 3 dimensions. Mais par contre, à l'état naturel, ils tournent à une distance du noyau qui est très précise. En étant bien d'accord que quand je vous dis qu'ils tournent sur des sphères, ce n'est pas vrai, il n'y a pas des sphères autour de mon noyau. Mais quand je regarde comment ils tournent, comme ils sont toujours à la même distance du noyau, c'est comme s'ils tournaient sur une sphère. Et ça tourne vraiment très très vite. Ce que je vais vous donner sur le travail qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle l'atome de Bohr. C'est l'atome qui a été trouvé par M. Bohr. Même si le mot trouvé n'est pas très très bon, c'est sa théorie. La théorie de l'atome de M. Bohr, elle a un siècle. On sait maintenant des choses qui sont beaucoup plus précises, mais qui sont beaucoup plus compliquées à exprimer. Donc moi, je préfère l'atome de Bohr, même s'il est un peu plus vieux, parce qu'il est beaucoup plus simple. C'est ce que je vous disais, vous allez voir, tous vos camarades des années précédentes ont trouvé que c'était simple à faire. Après, on peut toujours faire des erreurs, même sur les choses simples, mais c'était simple à faire. Et donc, c'est le gros avantage de la théorie de M. Bohr. Et l'autre avantage, c'est que bien que son modèle, on sait maintenant qu'il est en partie faux, qu'il est très incomplet, en fait, les calculs avec le modèle de M. Bohr me donnent des résultats qui sont à 95% des résultats réels. Donc le modèle de M. Bohr, c'est vrai qu'il n'est plus tout à fait vrai, mais son erreur est très faible. Alors 5% du résultat réel, c'est presque négligeable. Voilà. Deuxième petite chose qui est très importante de savoir, mais qui n'a pas besoin d'être notée, c'est que l'idée est purement expérimentale. Vous allez le voir, celui qui a travaillé là-dessus en premier, qui a beaucoup travaillé, qui a trouvé les manières dont les électrons sont répartis, c'est M. Pauly. M. Pauly a travaillé de manière expérimentale. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est tout à fait incapable par le calcul de dire pourquoi on a ces règles. J'observe la nature et je vois que ça marche comme ça. Et comme ça marche comme ça, j'essaye ensuite de voir comment ça marche de manière à pouvoir trouver, je ne sais pas, j'étudie 50 atomes, je trouve des règles, et puis ensuite j'essaye de voir avec les 50 autres atomes si mes règles sont bonnes. Et ça marche bien. Tout en sachant ce que je vous ai dit, l'atome 10 puissance moins 10 mètres. On n'a jamais vu un atome, on n'a jamais photographié un atome. C'est pas possible. On a des images d'expériences vues par ordinateur pour ceux qui ont vu des petits articles scientifiques où on peut représenter vaguement comment un atome pourrait éventuellement être, mais concrètement, on ne les a jamais vus. Donc non seulement le modèle que je vous donne, il a un siècle, mais en plus, ça se trouve, il est complètement faux. Je ne crois pas, hein. Sinon, je vous donnerai le bon modèle. Mais si on reprend la physique d'il y a 500 ans, bon, elle est plus tout à fait bonne. Enfin, pour être tout à fait juste, elle est même carrément fausse. Enfin, pas pour tout, presque. Voilà, donc c'est un modèle. On pense que c'est comme ça, on fait des expériences, et jusqu'à présent, le modèle a très très bien marché. Et à toutes les expériences qu'on fait, ça correspond pile aux conclusions qu'on avait tirées avec les équations. Voilà. Des questions sur cette première idée? Ça va être un petit peu comme les lois de Descartes. Je vais vous demander de beaucoup écrire, et puis ensuite, vous allez beaucoup dessiner. Mais auparavant, avant d'écrire les définitions, quelques petites choses que je vais vous montrer.
première chose que M. Pauli a montré, a vu, c'est qu'en fait, les électrons, ce n'est pas un joyeux bazar. Ils ne peuvent pas tourner n'importe où. En fait, il y a, alors ce que moi je vais appeler des orbitales, même si ce n'est pas vrai au sens propre du terme, mais il y a des positions que les électrons peuvent avoir et il y a des positions que les électrons ne peuvent pas avoir. Et globalement parlant, autour d'un atome, il y a 22 positions possibles. Il n'y en a pas plus. Ces 22 positions, moi je les représente par des cercles. C'est-à-dire que les électrons peuvent tourner en cercle autour du noyau sur 22, on appelle ça des orbitales, ou des couches électroniques. Et le modèle que je vous avais ici, en fait, c'est un peu comme le modèle du système solaire. Vous savez, où les planètes tournent autour du Soleil. Et bien là, c'est pareil. Mes électrons sont susceptibles de tourner autour du noyau avec 22 positions possibles. Donc, j'ai oublié. Ça, c'est le noyau. Et puis, mes orbitales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne cherche pas à faire un schéma à l'échelle, ce n'est pas possible. Donc, je mets mes orbitales sous forme de cercle concentrique. Là, je ne sais pas pourquoi, ça ressemble à un ovale. Oui, monsieur Wade? Ouais, c'est celui-là. C'est le petit. Et ça, c'est les orbitales. Quelque chose qui ne va pas? Non? 22 orbitales. Après, derrière, je vais les symboliser. Première idée, mes orbitales électroniques, il y en a 22. J'ai le numéro de 1 à 22. L'orbitale 1, c'est la plus proche du noyau. L'orbitale 22, c'est la plus éloignée. C'est la première idée, c'est la plus simple. Quand je commence à mettre des chiffres en physique ou en chimie, ça veut dire que je vais faire vraisemblablement quoi? Ouais, c'est que je vais faire des calculs. Donc ça, on va le voir tout à l'heure avec les règles. Si je mets des numéros sur mes orbites, je vais m'en servir pour faire des calculs. Deuxième possibilité, au lieu de faire des calculs, je fais des phrases. Et donc, à chaque orbitale, je vais associer une lettre. L'orbitale la plus proche du noyau, l'orbitale numéro 1, on va dire que c'est l'orbitale K. L'orbitale numéro 2, c'est l'orbitale L. L'orbitale numéro 3, c'est l'orbitale M. Et puis ainsi de suite dans l'ordre alphabétique. Et puis quand on arrive à Z, ben, on recommence à ABCD. Je dis ça tous les ans, mais s'il y en a un d'entre vous qui arrive à me trouver pourquoi on commence à K et pas à A, ça m'intéresse. Ça fait plus de 40 ans que je cherche et je ne trouve pas. Enfin, je dois reconnaître que j'ai arrêté depuis un moment. Mais voilà, pourquoi on ne commence pas à A, ça, j'en sais rien du tout. Donc si vous trouvez l'information, ça m'intéresse vraiment. Voilà, donc mes orbitales, je les symbolise par une lettre quand je veux parler dans une phrase, ou je les symbolise par un chiffre quand je veux faire des calculs. D'accord sur l'idée? Et donc le travail d'aujourd'hui et puis de vendredi, ça va être sur ces 22 orbitales, où sont les électrons? Et quelque part, pourquoi? Mais surtout, où? Voilà sur ma présentation générale. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui? Parce qu'il est plus facile, enfin il est plus facile, c'est peut-être pas le bon terme, mais on a pris l'habitude, quand on fait des phrases, de représenter les orbitales par des lettres, justement parce qu'on fait ça dans des phrases et pas par des chiffres. Donc pour moi, mais je pense que je ne suis pas le seul, c'est plus facile de parler de l'orbital K que de l'orbital numéro 1. Oui, monsieur Wade? Non, voilà, on dit l'orbital K. Ou alors, les chiffres, ils vont nous servir ensuite à faire des calculs. Je vais vous donner les choses un petit peu en avance, mais on va les écrire juste après. En fait, les chiffres qui sont ici vont me permettre de calculer combien d'électrons je peux mettre sur une orbitale. Parce qu'on a quelque chose qui ressemble un peu au système solaire, c'est-à-dire j'ai des électrons qui tournent autour du noyau comme les planètes tournent autour du Soleil, mais avec une grande différence. C'est que sur chaque orbitale, j'ai qu'une seule planète. Alors que là, sur les orbitales, je peux avoir et j'aurai plusieurs électrons. D'autres questions sur l'idée générale? Non? Alors, on met tout ça par écrit. Pas quand ils ont, c'est vous. Donc allons-y. Oui, une question, monsieur Gros? Non, monsieur Martineau? Alors,
on va écrire. Puis, mais n'hésitez pas à poser la question. C'est vraiment important que vous compreniez bien parce que là, on va ensuite s'appuyer là-dessus pour faire tout le reste de la chimie. Donc, je préfère à la limite répondre à plein de questions maintenant pour être sûr que vous ayez bien appris pour que le reste après, ça ne pose pas de problème. C'est vraiment important. Donc, allons-y. La structure électronique d'un atome. La structure électronique d'un atome correspond, la structure électronique d'un atome correspond à la manière, la structure électronique d'un atome correspond à la manière dont les électrons correspond à la manière dont les électrons tournent autour du noyau. Correspond à la manière dont les électrons tournent autour du noyau. Les observations ont montré, que les électrons, les observations ont montré que les électrons tournent de manière ordonnée. Les observations ont montré que les électrons tournent de manière ordonnée. Alors, ne l'écrivez pas, hein, mais je vous rappelle qu'on travaille à 3 dimensions. Moi, forcément, quand je vais dessiner sur le tableau, je vais faire des cercles. Mais en réalité, c'est des sphères. Donc, ça ne tourne pas comme ça, ça tourne comme ça. Vous voyez, un petit peu n'importe comment en 3 dimensions. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà un atome, c'est très petit, 10 puissance moins 10 mètres. Un électron, c'est même pas 10 puissance moins 20 mètres. C'est tellement petit un électron qu'on n'est pas capable de vous donner sa taille, précisément. Tellement c'est petit. Et non seulement c'est très petit, mais en plus, et ça c'est quelque chose que je ne vous ferai pas noter, ça fait quelque chose comme 10 puissance 14 tours par seconde. 100 000 milliards de tours par seconde. Ça va très très vite. On est de l'ordre du kilomètre par seconde. 1 km par seconde pour quelque chose qui fait 10 puissance moins 20 mètres, ça va vite. Hein. Donc finalement, non seulement c'est tout petit, mais en plus ça va tellement vite que même si on avait un microscope qui marcherait, on ne pourrait pas le voir tellement ça va vite. L'exemple que je donne toujours, vous savez, c'est ça. Enfin, je pense que quand vous êtes petit, tout le monde a fait ça. Vous prenez votre main et vous la bougez beaucoup. Non, ça ne vous dit rien du tout, hein? Si, voilà. Bon, quand vous prenez votre main et que vous la bougez très vite, vous pouvez essayer. Hein. En fait, les mains, on n'en voit pas une, on en voit plusieurs. On a l'impression que la main est partout. Et les électrons, c'est pareil. Les électrons, ils tournent tellement vite sur quelque chose qui est si petit, on a l'impression qu'ils sont partout à la fois. On ne sait pas où ils sont. Ça va trop vite. Voilà. Alors, allons-y. Les électrons ne peuvent tourner. Les électrons ne peuvent tourner. Les électrons ne peuvent tourner qu'à des distances. Les électrons ne peuvent tourner qu'à des distances bien précises du noyau. Les électrons ne peuvent tourner qu'à des distances bien précises du noyau. Qu'à des distances bien précises du noyau. On dit qu'ils tournent sur des sphères, même si je vous ai dit que ce n'est pas vrai. On dit qu'ils tournent sur des sphères. On dit qu'ils tournent sur des sphères qu'on appelle, on dit qu'ils tournent sur des sphères qu'on appelle
orbital électronique, je l'ai mis au tableau. On dit qu'il tourne sur des sphères qu'on appelle orbital électronique. Ou couche électronique. Qu'on appelle orbital électronique ou couche électronique. Ces orbitales, donc c'est avec un C, ces orbitales sont au nombre de 22. Ces orbitales sont au nombre de 22. Ces orbitales sont au nombre de 22. On les symbolise. Ces orbitales sont au nombre de 22. On les symbolise soit par une lettre majuscule, on les symbolise soit par une lettre majuscule, K, L, M, N, donc on les symbolise soit par une lettre majuscule, K, L, M, N, est-ce qu'il y a besoin de préciser que la couche K c'est la plus proche du noyau, ou est-ce que vous en souviendrez? Non. De toute manière, ne vous inquiétez pas, on va tellement en parler que vous finirez par le savoir par cœur. Donc on les symbolise soit par une lettre majuscule, K, L, M, N, soit par un numéro, bon, 1, 2, 3, 4, on les symbolise soit par une lettre majuscule, soit par un numéro. Et là, par contre, je vais le préciser, même si c'est une évidence, la couche 1 est la plus proche du noyau. Donc, entre parenthèses, la couche 1 est la plus proche du noyau. Voilà, ça c'est la première partie, c'est où je peux trouver des électrons. Maintenant, deuxième partie, comment ils se répartissent, comment ils tournent. Et ce que M. Pauly a remarqué, assez curieusement, c'est que un petit nombre d'entre eux tournent tout seuls. Un petit nombre d'entre eux. La plupart tournent deux par deux. Ce qu'on va appeler, je vais vous faire noter, un doublet électronique. C'est très surprenant. Bon, maintenant, on a des calculs qui permettent de savoir pourquoi, mais M. Pauly, lui, il a vraiment été très surpris. Parce que vous vous rappelez, les électrons sont chargés négativement. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait comme travail sur les forces électriques en collège, mais voilà, les charges négatives se repoussent. Et peuvent se repousser même de manière assez violente. Comme deux aimants que vous mettez par le pôle nord l'un face à l'autre. Ça se repousse. Si votre aimant est vraiment très très fort, vous avez beau faire ce que vous pouvez, vous n'arriverez jamais à les coller. Et là, on remarque que les électrons, la plupart d'entre eux, vont deux par deux. Ça a vraiment été une grosse surprise. Alors après derrière, je vous l'ai dit, on a des équations qui permettent de l'expliquer maintenant, mais à l'époque, ça ne s'expliquait pas. Donc soit ils tournent tout seuls, en petit nombre, soit ils tournent deux par deux. D'accord sur l'idée? Allez, vous me notez ça. Oui, monsieur Wade? Alors, c'est ce que je vous disais, en exagérant les choses. Monsieur Pauly a regardé les atomes. Et quand il a regardé les atomes, il a vu les électrons et s'est aperçu que soit les électrons tournaient tout seuls, soit ils tournaient deux par deux. Il ne savait pas pourquoi c'était comme ça. Mais il a regardé, il a dit, bon, bah, c'est comme ça que ça marche. C'est bon? Pas d'autres questions? Allez, on y va. On remarque que les électrons, tournent. On remarque que les électrons tournent soit tout seuls, on parle d'électrons, alors pardon, soit tout seul, entre parenthèses, on parle d'électrons célibataires, je vous l'ai mis au tableau,
Donc on remarque que les électrons tournent soit tout seuls, entre parenthèses, on parle d'électrons célibataires, soit par groupe de 2, soit par groupe de 2. Alors, on ne parle pas d'électrons mariés. Hein. Entre parenthèses, on parle de doublé électronique. Soit tout seul, on parle d'électrons célibataires, soit par 2, on parle de doublé électronique. Alors je vous mets le mot, hein. Moi je parlerai simplement de doublé. Parce que comme je parlerai des électrons, forcément c'est électronique. Je ne m'embêterai pas avec ça. Donc soit des électrons célibataires, soit des doublés électroniques. Alors, on sait où ils vont tourner. On sait comment ils vont tourner. Maintenant, il faut relier les deux. C'est quel électron est à quel endroit. Et ça va être les règles de M. Pauli. On va faire l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais vous demander d'écrire les 5 règles de Pauli, même si vous avez plein de questions et si vous ne comprenez pas vraiment ce que je vous demande d'écrire. Et ensuite, j'expliquerai l'ensemble des règles à travers des exemples. Donc là, vous allez prendre les 5 règles de Pauli, sans trop se préoccuper finalement quelque part de la signification, et on verra les choses ensuite de manière globale. Ah, M. Pauli, c'est ça. Ça ressemble à un nom italien. En fait, M. Pauli était hongrois. Donc allons-y. Les règles de Pauli. Les règles de Pauli permettent de savoir les règles de Pauli permettent de savoir où tournent les électrons, permettent de savoir où tournent les électrons dans un atome, permettent de savoir où tournent les électrons dans un atome à l'état naturel. Où tournent les électrons dans un atome à l'état naturel. Parce que quand l'atome n'est pas à l'état naturel, c'est tout de suite plus compliqué. Les atomes pas à l'état naturel, c'est ça par exemple. C'est les atomes qu'il y a dans mon tube au néon. Ils ne sont pas à l'état naturel parce qu'on en a parlé quand on a fait la lumière. On leur envoie plein d'électricité. Donc ils récupèrent cette électricité et ça les transforme. Voilà, alors allons-y. Règle numéro 1. Règle numéro 1, où est-ce que je vais vous mettre ça? Ici. La couche numéro X. Donc règle numéro 1. La couche numéro X contiendra au maximum la couche numéro X contiendra au maximum 2x carré électrons. Je l'ai mis au tableau. La couche numéro X contiendra au maximum 2x carré électrons. Oui, j'ai fait exprès. C'est ce que je vais vous dire juste après. Ce que j'appelle 2x carré, c'est-à-dire je prends x, je le mets au carré, et ensuite je multiplie par 2. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on va le revoir bien en détail. Donc 2 fois x au carré. Deuxième règle. Les électrons vont toujours se placer. Deuxième règle. Les électrons vont toujours se placer le plus près possible du noyau. Les électrons vont toujours se placer le plus près possible du noyau. Les électrons vont toujours se placer le plus près possible du noyau. Troisième règle. On ne place des électrons
on me place des électrons sur une orbitale. Oui, la règle numéro 3. On ne place des électrons sur une orbitale que quand la précédente est complète. On ne place des électrons sur une orbitale que quand la précédente est complète. Quatrième règle, que quand la précédente est complète. Quatrième règle. Et attention à la quatrième règle, je vais la décomposer en deux parties. Une définition et la règle elle-même. Donc quatrième règle. On appelle couche périphérique. Je vais mis périphérique au tableau. On appelle couche périphérique. Alors, comme je vous ai dit au début, je pourrais parler aussi de orbital périphérique. On appelle couche périphérique la couche la plus éloignée du noyau. On appelle couche périphérique la couche la plus éloignée du noyau qui contient des électrons. Du noyau. La couche la plus éloignée du noyau qui contient des électrons. La couche la plus éloignée du noyau qui contient des électrons. Ça, c'est la définition. Et maintenant, la règle. L'orbital périphérique. Donc, on reste dans la règle numéro 4. Vous le mettez à la suite. L'orbital périphérique, quelle qu'elle soit, l'orbitale périphérique, quelle qu'elle soit, contiendra au maximum, l'orbitale périphérique, quelle qu'elle soit, contiendra au maximum 8 électrons. Contiendra au maximum 8 électrons. Et attention, dernière règle, cinquième règle. Alors, comme beaucoup de choses, ça va être compliqué. C'est la dernière. Donc, cinquième règle, ça va être la plus compliquée à écrire. Ce sera facile à faire, mais ça va être compliqué à écrire. Tout le monde y est? Donc, règle numéro 5. Tant que le nombre d'électrons est inférieur ou égal. Tant que le nombre d'électrons est inférieur ou égal à la moitié. Tant que le nombre d'électrons est inférieur ou égal à la moitié de la valeur maximale. Est inférieur ou égal à la moitié de la valeur maximale de la couche est inférieur ou égal à la moitié de la valeur maximale de la couche, les électrons sont célibataires. Inférieur ou égal à la moitié de la valeur maximale de la couche, les électrons sont célibataires. Si il y en a plus, donc si le nombre d'électrons est supérieur ou égal à la moitié de la valeur maximale. S'il y en a plus, les électrons supplémentaires
s'il y en a plus, les électrons célibataires viennent former des doublés. S'il y en a plus, les électrons supplémentaires viennent former des doublés avec ceux déjà présents. Les électrons supplémentaires viennent former des doublés avec ceux déjà présents. Voilà. Oui. Vous inquiétez pas, on va prendre chacune des lois et puis je vais les expliquer une par une et je vais les expliquer à travers des exemples. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir me poser les questions. Mais je préfère éviter de faire des explications sans qu'il y ait de support. Ça me paraît plus compliqué. Alors, première chose à savoir, je ne vous demanderai pas de dessiner des gros atomes. Alors, je ne vous demanderai pas parce que tout simplement, c'est à votre programme. Ce que je vais vous demander, c'est de dessiner, alors pas forcément tout ça, mais de dessiner des atomes parmi les 18 premiers. Donc ceux dont le nombre d'électrons est compris entre 1 et 18. Je ne vous demanderai pas le plomb avec ses 82 électrons, l'or avec 79 électrons, l'uranium avec 92, non. Des choses simples. L'oxygène, 8 électrons. L'hydrogène, 1 électron. L'hélium, 2 électrons. Le chlore, 17 électrons. Donc ça va nous limiter. Première règle. La couche numéro X contient au maximum 2x carré électrons. Alors, justement, j'y viens. Cette règle-là vous permet de savoir combien je peux mettre d'électrons dans une orbitale. Donc, X, c'est quoi? Ben, X, c'est le numéro qui est là. C'est-à-dire que la couche K, ben, X, c'est 1. Ce que j'appelle X, qui correspond à votre question tout à l'heure, ce que j'appelle X, c'est le numéro de la couche. Et donc, ce que j'ai appelé avec des lettres la couche K, ben, on voit bien, hein, c'est la couche numéro 1. C'est la plus proche du noyau. Et donc, comme c'est la couche numéro 1, ça veut dire que X est égal à 1. Et donc, mathématiquement, quand je fais 2x au carré, ben, ça veut dire que je vais faire 2 fois 1 au carré. Après, éventuellement, vous prenez votre calculatrice, 1 au carré, ça fait 1, et 1 fois 2, ça fait 2. C'est-à-dire que la couche K contient 2 électrons au maximum. Oui. Mais ça m'embête parce qu'on dit toujours couche numéro 1. Mais si vous voulez appeler la couche 1, vous l'appelez la couche 1, moi ça ne me dérange pas. Mais il faut savoir que la couche 1, c'est la couche K. Pardon? Du coup, il y a 22 couches au maximum, c'est-à-dire qu'ici, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 22. Et là, pour 22, je peux en mettre des électrons. Pardon? Alors, si, on va le voir. Mais on va les voir au fur et à mesure. Oui? Non. X est égal à 1 pour la couche K, parce que c'est la première. Voilà. C'est ce que je vais faire ici. Si j'étudie la couche L, ben, la couche L, c'est la deuxième couche, donc c'est X est égal à 2. Et donc, comme X est égal à 2, dans la couche L, je peux mettre 2x carré électrons, c'est-à-dire 2 fois 2 au carré. Après, on prend la calculatrice, 2 au carré, ça fait 4, et 4 fois 2, ça fait 8. Autrement dit, pour la couche L, j'ai 8 électrons au maximum. À savoir combien je peux en mettre. Vous voyez, parce que ne perdez pas de vue ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je veux savoir où sont les électrons. Donc, je vais voir comment ils se répartissent. Et pour savoir comment ils se répartissent, bah, c'est déjà une première chose à savoir, c'est combien je peux en mettre. Donc ça, c'est l'idée. Oui.
Alors, attention, hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. On a remarqué en faisant l'étude qu'autour de chaque noyau, il y avait 22 positions possibles, donc 22 orbitales. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a des électrons sur les 22 orbitales. Alors, du coup, c'est pas qu'elles disparaissent, c'est qu'il n'y a rien dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, hein, les règles de Pauli vous disent où sont les électrons à l'état naturel des atomes. Comment on a fait pour savoir qu'il y avait 22 orbitales, alors qu'en fait, il n'y a que les 7 premières qui, au maximum qui contiennent des électrons? Ben, on a pris l'atome d'hydrogène, on a regardé où était l'électron, on va voir qu'il est sur la couche K, puis ensuite l'atome d'hydrogène, je lui ai donné un peu d'énergie. J'ai mis un peu d'électricité. Et on a vu que l'électron, si on lui donnait l'électricité, l'électron il bougeait et qu'il prenait une deuxième position. On a vu qu'il y avait la couche L. J'ai rajouté encore un peu d'énergie et j'ai vu que l'électron tournait un peu plus loin du noyau. Troisième couche. Puis je rajoute un peu d'énergie, quatrième couche, etc. Oui. Donc, on sait qu'à l'état naturel, l'électron, il est sur la position de l'orbital K. Mais on sait aussi qu'il y a 21 autres orbitales possibles parce qu'on a poussé l'électron pour voir jusqu'où il tournait. On n'a jamais vu l'électron tourner là. Jamais. Soit il est là, soit il est là, mais jamais au milieu. Même si je mettais de l'énergie pour qu'il arrive là, il s'arrêtait ici et le reste de l'énergie était dissipé. Jamais au milieu d'orbitales, toujours sur des orbitales. Et puis ensuite, on va compter les orbitales. Alors, je vous ai dit qu'il y en avait 22 pour simplifier. Sous la majorité des atomes, il y a 22 orbitales. Il y a quelques atomes qui en ont que 20 ou qui en ont que 21. D'autres questions là-dessus? Non? Alors, je vais faire avec la couche M aussi, tout simplement parce que, en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on serait représenté que les petits atomes. On s'arrêtera à la troisième orbitale. Oui? Ah si, attention, j'ai dit on va jusqu'à 22. Oui, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E. Voilà. Mais voilà, ça commence à K. Troisième couche importante, donc je fais que celles qui vont nous servir. La couche M. X est égal à 3. Donc 2x carré, c'est 2 fois 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18. Sur la couche M, je peux mettre 18 électrons au maximum. D'accord sur cette première règle? Des questions? Oui? Oui. Ah, vous voulez dire, les nombres affectés aux lettres, ça ne change pas. La couche K sera toujours la couche 1. Ce sera toujours les mêmes nombres. C'est-à-dire que ma couche K, que ce soit sur l'atome d'hydrogène ou sur l'atome de plomb, c'est 2 électrons au maximum parce que la couche K, c'est la couche numéro 1. Pardon? Donc, attention. Ah oui, attention, j'ai bien rajouté quelque chose. La couche périphérique, c'est la couche la plus éloignée du noyau qui contient des électrons. Et on verra que la couche 22, de toute manière, il n'y a jamais d'électrons dessus. Donc nous, voilà. Donc il y a cette restriction qui est importante pour la couche périphérique. Vous me prenez ces trois calculs? Qu'est-ce que je vais vous demander comme exercice? Bah, par exemple, dans un devoir, je vous dis voilà, combien est-ce que je peux mettre d'électrons maximum sur la couche numéro 8? On applique la relation, couche numéro 8, x est égal à 8, donc 2x au carré égale, terminé. Oui. Donc là, c'est vraiment de l'application directe. Alors, le schéma, non, parce que je vais vous en faire faire. Mais prenez-moi ces calculs sur les trois couches K, L et M, parce que, je vous ai dit, c'est celle qu'on va utiliser sans arrêt. Donc, N, on n'utilisera pas. Je vous montrerai, alors pas aujourd'hui, mais vendredi, hein, vu l'heure qu'il est, je vous montrerai comment ça se passe pour la couche K, mais je ne vous la demanderai jamais au contrôle. Parce qu'à partir de la couche N, pardon, comment c'est pour la couche N, parce qu'à partir de la couche N, ça devient plus compliqué. Et parfois, vraiment plus compliqué. Voilà, bah, faites comme si c'était finalement une petite application où je vous demande de calculer le nombre d'électrons maximum sur les trois premières couches. Oui. Couche K. 2 fois x carré. Ah, ici?
couche K contient 2 électrons au maximum. Vous voyez, finalement, cette première règle, elle est assez indépendante des atomes. Ça marche pour tous les atomes, ce truc-là. Vous imaginez, hein, la couche numéro 20, 800 électrons. Il n'y aura jamais d'électrons, hein, puisqu'on a vu qu'il n'y avait que 118 atomes. Donc, de toute manière, maximum, j'ai 118 électrons. Ouais, je ne peux pas bouger l'ordinateur, mademoiselle Lina, je suis désolé, mais... Pardon? Oui, c'est la fin de la phrase. Couche K contient 2 électrons au maximum. Allez, dépêchez-vous les derniers. On va passer maintenant aux règles 2, 3, 4 et 5. Alors, pendant que vous êtes en train de terminer, plusieurs petites remarques. Je répète ce que je dis parce que c'est important. Ce que je vous demanderai, c'est de dessiner les atomes. Donc, première chose, sur mes orbitales. Moi, je vais les faire avec mon petit programme PowerPoint. Je l'ai dessiné avant. Mais vous allez les faire à la main. Ne vous embêtez pas. Ne sortez pas le compas pour dessiner les cercles des orbitales. Sinon, vous allez passer votre temps à faire des compas. Et du coup, on y perd en efficacité parce que faire un cercle avec un compas, c'est plus long que faire à la main. Si vos cercles ils sont pas très circulaires, bon, ben, c'est pas grave. Hein. Vous allez voir les miens quand je vais dessiner les atomes à la main plutôt qu'avec le PowerPoint. Ben, mes cercles ils sont pas toujours très circulaires. C'est pas grave. Hein. Vous ne faites pas des carrés, faut pas exagérer. Vous voyez, mais vous faites ça à main levée. Et puis, si le cercle ne boucle pas vraiment bien, c'est pas un problème. Hein. Donc, première chose, les cercles, faites-les à main levée. Deuxième chose, faites que les cercles dont vous avez besoin. C'est pas la peine de me dessiner 4 couches électroniques s'il n'y a qu'un seul électron. Moi, j'ai un peu triché parce que je suis un peu paresseux. Il y en a qui connaissent PowerPoint comme logiciel. Je ne me suis pas embêté. Hein. J'ai dessiné les 3 premières orbitales avec le noyau au milieu parce que je sais qu'on va travailler que sur 3 orbitales. Et puis j'ai pris ça, puis le reste après j'ai fait copier-coller. Mais sur mes premiers atomes, j'ai besoin que d'une orbitale. Ah, donc faites vraiment le dessin en ne mettant que ce dont vous avez besoin. Donc comme je vous disais tout à l'heure, et donc troisième chose, on va illustrer les règles de Pauli en dessinant un certain nombre d'atomes. Je ne vais pas vous demander de tous les dessiner. Je vais vous présenter une bonne dizaine d'atomes, vous allez m'en dessiner 5. Ça suffira bien. Et donc, pour bien illustrer ces 4 règles de Pauli qui restent, je vais étudier les atomes dans l'ordre. Je vais commencer par le plus petit, et puis on va augmenter comme ça. On ne va pas faire les 18, je veux dire, on va faire une dizaine. Vous allez en noter que 5 parce que je pense que ça suffira bien. Et puis eh ben, les autres, éventuellement, on les fera à travers les exercices. Premier atome, le plus petit, l'atome d'hydrogène. Il a un électron, pourquoi ben, vous vous rappelez oui, mademoiselle Jackson, par exemple. Est-ce que vous arrivez à lire ou est-ce que c'est trop petit? Ça va? Donc, comme j'ai H11, ici, vous vous rappelez, j'ai Z. Et Z, c'est donc le nombre d'électrons. Oui, monsieur, oui. Oui. Là.
Le symbole de l'hydrogène, c'est ça. Hein. J'espère que vous l'avez bien appris dans votre cours. H, A et Z. Donc, un atome d'hydrogène, il y a un électron. Deuxième règle de Pauli. Les électrons vont toujours se placer le plus près possible du noyau. Et les punaises, ou je ne sais pas trop quel insecte, sur le plafond. Donc, s'ils sont loin de vous, regardez plutôt par là. Voilà. Donc, deuxième règle de Pauli, les électrons vont toujours se placer le plus proche possible du noyau. Le plus proche possible du noyau, c'est la couche K. Donc, quand je vais dessiner l'atome d'hydrogène, je vais dessiner ça. C'est tout. Oui. Si en contrôle, je vous demande de dessiner l'atome d'hydrogène, vous me dessinerez le noyau. Ici. Vous me ferez un cercle, à peu près circulaire. Et puis, vous mettrez l'électron ici. Ouais, mais là, monsieur, vous voyez, je vous renvoie à votre cours. Le numéro atomique, c'est égal au nombre d'électrons. Donc, c'est toujours le chiffre du bas, les électrons. Donc, une petite révision s'impose, manifestement. Oui? Non. Hein? Dans le cadre de la structure électronique, on n'utilise pas. Par contre, les autres applications qu'on a vues dans le premier paragraphe, donner la composition d'un atome, oui. Mais pour la structure électronique, il n'y a que les électrons. Donc, il n'y a que le nombre du bas qui m'intéresse. Et j'irai même un peu plus, mademoiselle Binal, par rapport à ce que je vous ai dit. Ici, ces deux-là, je n'ai pas besoin de les dessiner, il n'y a rien dessus. Alors qu'on soit bien d'accord, hein. Moi, j'ai mes petites habitudes. Ça n'est pas du tout des obligations. C'est juste mes habitudes à moi. C'est-à-dire que si l'électron, moi j'ai tendance à le mettre là. Si vous voulez dessiner l'atome d'hydrogène en mettant l'électron ici, vous dessinez l'atome d'hydrogène en mettant l'électron ici. Je vous dis, l'électron, il est n'importe où sur cette orbitale. Alors, dans l'ordre, oui. Ouais. Ce sera ça le sens de la troisième règle. On est d'accord. Oui. Donc voilà pour mon atome d'hydrogène. Finalement, pour l'atome d'hydrogène, j'ai besoin que de la règle numéro 2. Oui. Ah, alors on ira jusqu'à 18. Et là, dans mon petit travail, bon, qu'on ne fera pas aujourd'hui, hein, parce qu'on n'est pas très très loin de la fin, on ira même jusqu'à 19. Alors, je n'ai pas entendu votre question, monsieur. Non, non, attention, on ira jusqu'à 19 électrons. Donc, on ira jusqu'à 3 orbitales, c'est pour ça que j'en ai dessiné 3 ici. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine de le dessiner. Deuxième atome. Oui. Ouais, c'est ça. Et orbital, c'est pareil, c'est deux synonymes. Oui. Donc, je mets orbital ou couche, vous prenez le mot que vous préférez. Moi, comme il y a les deux mots, parfois je dis orbital, parfois je dis couche. Parce que je ne veux pas que vous en oubliez un. Mais vous choisissez celui que vous voulez. À titre personnel, moi je préfère couche périphérique que orbitale. Mais bon, c'est juste mon habitude. Deuxième atome, l'atome d'hélium. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est lui qui est important. Hein, si je redessine ça, donc j'ai 2 électrons à placer. Deuxième règle de Pauli, les électrons vont toujours le plus près possible du noyau. Première règle de Pauli, il y a 2 places sur la couche K. Parce que dire que la couche K contient 2 électrons au maximum, c'est aussi dire qu'il y a 2 places sur la couche K quelque part. Donc mes 2 électrons, je sais qu'ils sont sur la couche K. Puisqu'il y a 2 places et que j'ai 2 électrons à mettre. Et la règle de Pauli dit que je vais tout de suite aller au plus près du noyau possible. Donc mes 2 électrons vont sur la couche K. La seule question qui se pose, c'est est-ce que j'ai 2 électrons qui tombent tout seuls, 2 électrons célibataires, ou est-ce que j'ai un double électronique? C'est ça le sens de la règle 5. La règle 5 vous dit que tant que j'ai la moitié de la valeur maximale, ils sont célibataires. Bon, bah là, c'est pas compliqué, la moitié de 2, ça fait 1. Et si j'ai un électron, de toute manière, c'est sûr qu'il est célibataire. Donc, mon électron, finalement, il est un petit peu comme celui de l'hydrogène. Le premier électron de l'hélium, il est là. Et la suite de la cinquième règle de Pauli vous dit que les autres électrons vont venir former un doublet avec ceux qui sont déjà là. Autrement dit, mon deuxième électron pour l'atome d'hélium, il va être là. D'accord sur l'idée?
Alors, on va revoir tout ça en détail vendredi. Comme ça, vous aurez l'occasion de reposer les questions, monsieur Wade.